un plaisir pour moi, un honneur de présider cette seconde partie de ce colloque, et je remercie très sincèrement l'organisateur de cette manifestation, de cette troisième saison, le professeur Payet, et lui dire mon admiration pour ce plateau prestigieux qui a été réuni ici, et pour les mets qui nous ont été servis, pour reprendre la métaphore du professeur Nourissa, mais ô combien riche et plein de délices intellectuelles, dirais-je. Donc bravo à tous. Alors cette seconde partie de la journée nous conduit dans des contrées diverses, avec des plats plus exotiques, pour continuer cette métaphore toujours, le Japon, le Brésil, les États-Unis et surtout peut-être la Suisse. Je dis ça vraiment, c'est très exotique pour nous, parce que la méthodologie est très particulière, même si on verra, je ne vais pas anticiper sur ce que nous dira le professeur Romano. Mais avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais faire deux petites remarques, simplement, rassurez-vous, messieurs les organisateurs, puisque je suis présenté ce programme en ma qualité de conseiller à la Cour de cassation, donc je vais en profiter. La première remarque, c'est que si le principe de la codification est très discuté dans le monde universitaire, je peux vous dire qu'il ne l'est pas chez les praticiens et notamment chez les magistrats. Je crois que c'est important de le dire et de le redire parce que le besoin d'un code est une évidence pour les magistrats, à la fois compte tenu de la diversité des règles et des sources du droit international privé français, compte tenu également de l'enchevêtrement des normes, compte tenu aussi du caractère parfois incertain des solutions. J'en ai encore eu un exemple récemment avec les quasi-contrats où la règle de conflit est tout sauf fixée. Donc les magistrats, je pense, attendent vraiment cette codification, et je dois dire que je n'ai pas l'impression que la Cour de cassation se sente amputée d'une partie de son pouvoir normatif à l'idée d'avoir une codification qui la priverait de son pouvoir créateur de droit. On aura déjà beaucoup de travail pour interpréter le code, et je crois que ça suffira largement à notre bonheur. Première remarque. Deuxième remarque, seconde remarque, il y a actuellement en cours une réflexion à la Cour de cassation sur la place du droit international privé, qui reprend un vieux débat. Faut-il rattacher le droit international privé aux matières, ou faut-il en faire quelque chose d'un peu autonome, parce que justement c'est une création jurisprudentielle. Et là non plus, je ne pense pas que la codification change beaucoup de choses au débat, parce que même si la codification, l'interprétation de la norme va supposer quand même une haute technicité qui, de mon point de vue, exige que, au moins pour une partie, notamment des questions de principe, ce soit des magistrats spécialisés qui les traitent et non pas des conseillers qui, parfois, peuvent être bien embarrassés à devoir aborder des questions de droit international privé. Il y a donc cette réflexion qui est en cours, et la codification la renouvelle en partie, sans la renouveler totalement. Et je dois avouer qu'il y a une dimension qui n'est pas encore présente, et je me ferai le porte-parole au nom à la suite de ce colloque, en tout cas pas au nom des organisateurs, mais à la suite de ce colloque, à la Cour de cassation, c'est la dimension de droit comparé. Nous n'avons pas été assez curieux, me semble-t-il, encore, dans cette affaire, pour voir comment les choses se passaient dans les autres pays. Comment est-ce que les cours suprêmes s'organisaient, comment est-ce qu'elles traitaient les questions de droit international privé, puisque dans tous les pays se poseront la même question d'une matière hautement technique, qui appelle à mettre en œuvre des raisonnements très particuliers, et qui donc suppose quand même une certaine spécialisation des personnes qui traitent ces questions. Donc j'essaierai de faire un tour des uns et des autres là, pour avoir des noms de magistrats qui pourraient nous expliquer un peu comment les choses se passent, très techniquement, dans les cours suprêmes étrangères. Donc voilà, j'en ai assez dit, et maintenant je passe la parole à nos intervenants. Donc nous commençons par à la fois très loin et très proche avec la Suisse, et le professeur Gianpaolo Romano, qui va nous parler donc donner son point de vue d'outre-Jura sur la codification française. Alors, merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices, il y a toujours des organisatrices, de nous avoir réunis autour d'un sujet important. Je suis censé, comme cela a été rappelé, l'envisager au départ d'une perspective outre-jurassienne. Cela tombe bien car j'habite au pied du Jura. Des chamois visitent régulièrement notre jardin. Je me promène souvent avec mon épouse outre-Jura. Outre-Jura, c'est pour nous, en Suisse, la France. Relativité de la notion outre quelque chose.
J'enseigne à Genève et on sait à quel point Genève, à la fois la ville et le canton, sont liés à la France. Et non seulement parce qu'en théologien français, il y a plus de 500 ans, a créé l'université de Genève, Jean Calvin, mais aussi et surtout car, comme l'énonce le site internet du Grand Genève, qui s'étend jusqu'à Annecy, je cite, pour leur déplacement, leur logement, leur travail, leurs loisirs ou leur consommation, c'est important, les habitants du bassin franco-valdo-genevois dépassent largement les logiques de frontières. Il s'agit de 1,1 million d'habitants environ. Pas loin de 100 000 travailleurs voyagent chaque jour entre les deux territoires. Les familles dont la vie se déploie entre la Suisse et la France sont nombreuses. Les relations commerciales biterritoriales aussi. Il y a beaucoup de sociétés, non seulement multinationales, mais binationales, franco-suisses. Le président Macron, en visite aujourd'hui, alors où nous parlons à l'Université de Lausanne, a rappelé hier à Berne l'importance des relations franco-suisses, y compris des relations privées franco-suisses. Plus généralement, le volume des relations privées helvético-européennes est considérable. Union européenne, de loin, premier partenaire commercial de la Suisse. Plus de 1,5 million de ressortissants de l'Union habitent le territoire helvétique. Union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, ce n'est pas seulement un objectif inscrit dans le traité sur l'Union européenne, mais également un objectif inscrit dans le traité de Londres, constitutif du Conseil de l'Europe, dont la Suisse fait bien sûr partie. Alors, le projet de code français vise des relations internationales privées du type que je viens d'évoquer. Il faut en féliciter les auteurs, une fois de plus. Il s'agit d'une œuvre de réflexion, de rédaction pleine d'intérêt. Nous tenons entre nos mains l'ensemble de dispositions probablement le plus complet et le plus étendu de l'histoire. J'ai quant à moi déjà intégré l'enseignement, dans mon enseignement, l'analyse de certaines de ces dispositions. Notion de résidence habituelle, traitement de la double nationalité, dispositions en matière de filiation, clause attributive juridiction, livre 3 sur la procédure, très intéressant. C'est un texte qui a déjà rendu de multiples services. Alors, les professionnels en France le consultent et l'invoquent assurément déjà, se voulant à droit largement constant. Je m'en suis prévalu, comme je l'évoquais avec notre président, je m'en suis déjà prévalu, moi aussi, non seulement devant mes étudiants, mais devant Jus Suisse. J'ai invoqué notamment l'article 134 sur le droit applicable à l'intérêt à agir, disposition opportune qui ne figure pas dans la loi suisse sur le droit international privé. Donc la rationalité, la modernité de ces solutions les rend susceptibles d'être invoquées ailleurs. Autant dire que cette œuvre rayonne déjà au-delà des frontières, en tout cas outre-Jura et sans doute dans d'autres pays. Et là, je pourrais m'arrêter. Mais puisqu'on me demande d'incarner une perspective helvétique, quelques mots de l'expérience de ce pays. Alors, on peut penser que la Suisse est le berceau de la codification en droit international privé, même si on ne parle pas en Suisse de code de droit international privé, mais on parle de loi fédérale. Confédération helvétique, Confederatio Helvetica, fédération d'États, on les appelle les cantons, cantons qui aiment à se qualifier de république souveraine. République et canton de Genève en tête, souveraineté des cantons proclamée par la Constitution fédérale. Alors bien sûr, ces États-cantons ont attribué à une entité supra-étatique au sens de supra-cantonal une série de compétences. Ce processus est accéléré dans la deuxième moitié du grand siècle juridique, c'est-à-dire le 19e siècle. Je me permets une petite incursion historique. Première constitution fédérale, 1848. Elle consacre les principes de la liberté intercantonale de circulation des personnes. On les appelait les confédérés à l'époque, de leurs marchandises, de leur argent. Pour faciliter le commerce intercantonal, les États-cantons se doteront d'un code fédéral des obligations en 1886, mais concernant la famille et les successions, ils préfèrent ne pas encore renoncer à leur autonomie législative. Donc les règles matérielles dans ces domaines importants sont différentes d'un canton à l'autre, et les règles de conflit de loi, largement non écrites, peuvent l'être aussi. Exemple, succession d'une personne qui a pour origine le canton d'Auvergne, dans Bernois,
qui est domicilié dans le canton de Vaud. Eh bien, pour Berne, c'est la loi bernoise qui régit sa succession. Pour Vaud, c'est la loi vaudoise, conflit intercantonal de loi. Alors, ces conflits intercantonaux de loi sont susceptibles d'entraver la liberté intercantonale d'établissement, de circulation patrimoniale, etc. Pour prévenir ces conflits, les États-cantons se sont dit « faisons les choses ensemble ». Ils ont conféré au Conseil des États, qui représente leur gouvernement, au Conseil national, qui représente les peuples des cantons, la compétence en matière de droit intercantonal privé. Pourquoi j'évoque cela? Car c'est un processus semblable qui, 100 ans plus tard, a motivé le transfert par les États membres de cette autre union d'États qu'est l'Union européenne de la compétence en matière de droit euro-international privé. Et ce transfert a eu lieu au profit d'une série d'organes supra-étatiques qui représentent leur gouvernement, le Conseil de l'Union européenne, et leur peuple, le Parlement européen. Je reviens à la Suisse. Première loi fédérale sur les conflits de loi, 1891, son intitulé « Loi fédérale sur les rapports civils des citoyens établis ou en séjour ». Le but, favoriser d'abord l'effectivité de la liberté d'établissement, de séjour et d'autres libertés fédérales. Les 2/3 de cette loi visent les conflits intercantonaux de loi, mais cette loi étend les mêmes principes aux relations helvético-étrangères avec quelques adaptations. Ce qui est intéressant, et cela a tendance à être négligé, bien de principes encore aujourd'hui en vigueur en Suisse ont éclos dans un environnement intercantonal. Je pense à la professio juris par exemple. 20 ans après, Code civil fédéral, nous sommes en 1912, diversité intercantonale des lois largement résorbée, mais pour les conflits de lois helvético-étrangers, la vieille loi de 1891, qui pourtant ne les visait pas en priorité, se maintiendra pendant un siècle. Jusqu'à quand? Jusqu'à 1989, lorsque la loi fédérale sur le droit international privé, ou LDIP, entre en vigueur. Le préambule de la loi fédérale sur le droit international privé évoque la compétence en matière de relations extérieures. C'est un aveu intéressant. Le droit international privé engage aussi les relations extérieures d'un pays. Dimension interétatique de notre discipline. La compétence revient à l'égard de telles relations. On peut parler de relations privées extérieure ou avec éléments d'extranéité, article 1 du projet de code, à la Confédération, surtout pas au canton. Alors, l'Assemblée fédérale adopte la loi fédérale à la fin de 1987, loi qui, je l'ai déjà dit, n'est pas vraiment en code. Si le terme code désigne l'ensemble plus ou moins complet de règles composant une branche particulière, il semble peu adapté à la loi de droit international privé. Pourquoi? Parce que la plupart des règles de droit international privé en vigueur en Suisse se situent en dehors de la LDIP. Il y a même plus, mesdames et messieurs. La LDIP a à peine vu le jour que les autorités législatives helvétiques s'attachent à favoriser la diminution progressive de son empire. Et j'aimerais bien m'arrêter sur ce phénomène. Premier rétrécissement considérable de l'empire de la LDIP. Convention de Lugano, 1988. Le même Parlement suisse qui vient d'adopter la LDIP salue peu de temps après, avec enthousiasme, la Convention de Lugano, laquelle pourtant, dans le vaste domaine qui est le sien, neutralise la toute nouvelle LDIP. Comment est-ce possible? Relisons le préambule de la Convention de Lugano, il est question de protection juridique des personnes privées. La protection des personnes privées de Suisse qui s'engagent dans des relations commerciales avec, par exemple, des personnes privées de France ou d'Allemagne appelle en droit, en instrument helvético-européen. La coordination entre la Suisse et la France, entre la Suisse et l'Allemagne, répond en besoin des personnes privées d'abord, dans une optique suisse, des personnes privées de Suisse. On dira, M. Romano, la Convention de Lugano ne s'intéresse pas au droit applicable des relations typiquement commerciales, contractuelles. Soit, quel est le contrat du commerce international le plus répandu? Vente de marchandises. La Suisse est l'un des pays les plus mondialisés. Presque 50% de la nourriture qui est consommée en Suisse vient de l'étranger. Les exportations helvétiques pèsent plus d'un tiers dans le produit intérieur brut, ce qu'on exprime en disant que la Suisse gagne plus d'un franc sur 3 à l'étranger. Alors, le 6 juin 1990, jour de mon 14e anniversaire, le temps passe, avec les pantoufles peut-être en Suisse, mais il passe. Donc, 1990, entre en vigueur en Suisse la Convention des Nations Unies sur la vente internationale. Les contrats franco-suisses de vente
sont depuis régis par cet instrument franco-helvétique. Il en va de même des contrats helvético-chinois ou helvético-américains. La Suisse et les États-Unis, respectivement deuxième et troisième partenaire commercial de la Suisse. C'est là du droit international privé au sens rigoureux des deux termes, qui répond une fois de plus aux besoins des personnes privées et qui diminue une fois de plus l'incidence de la LDP. On dira la Convention de Lugano ne s'applique pas aux relations familiales. Très bien. Faut-il conclure que la coordination interétatique en ce domaine est moins importante? Prenons les relations impliquant des enfants. En 1989, même année de la LDIP, la Convention sur les droits des enfants est adoptée par l'Assemblée des Nations Unies, toujours les Nations Unies. Grand traité qui deviendra le plus ratifié de l'histoire. Attention, nombre des dispositions de la CDE visent spécifiquement des relations privées internationales. Et, attention, elles engagent les États à négocier des accords spécifiques en matière d'enlèvement d'enfants, article 11, en matière d'adoption internationale, article 22, de recouvrement d'aliments, article 27. Autant dire que l'intérêt des enfants évoluant et multiterritorialement requiert que les États co-intéressés se coordonnent au sens qu'ils ordonnent ensemble les relations internationales privées qui engagent leurs enfants. La Suisse participera au cours des années 90 activement à la Convention de La Haye de 1993, adoption interétatique, inter-country adoption. Comment la Suisse peut-elle toute seule décider qu'un enfant du Sri Lanka sera adopté par des résidents suisses? Au moins, la déclaration d'adoptabilité doit provenir des autorités sri-lankaises. Concernant le gigantesque domaine de la responsabilité parentale, la Suisse participe à la Convention de 96. Quand elle est entrée en vigueur, elle remplace la Convention de La Haye de 61. Les autorités fédérales optent même pour son application sur le territoire helvétique, quel que soit le pays co-intéressé à côté de la Suisse. Et je pourrais donner une série d'exemples. Je veux résumer. Les mêmes autorités qui ont fait la LDIP ont réduit progressivement l'empire de ce droit helvético-helvétique au profit d'un droit helvético-international. Ce processus a été engagé immédiatement après l'adoption de la LDIP. Il a été engagé dans l'intérêt des personnes privées, d'abord, dans l'intérêt des personnes privées rattachées à la Suisse. Ce qui me conduit à préciser un point. Lorsqu'une relation entre personnes privées relève d'un instrument interétatique, tout ne va pas forcément bien pour les personnes impliquées. Pourquoi? Parce que la coordination entre les autorités des États partenaires, malgré cet instrument interétatique, peut, dans un cas particulier, échouer lamentablement. Et j'en donnerai tout à l'heure un exemple dans une affaire franco-suisse récente. Mais quand les personnes privées de Suisse évoluent en dehors d'un instrument helvético-interétatique, il y a plus de chances qu'elles rencontrent des problèmes. 3 exemples récents. Premier exemple très triste, ils sont les 3 tristes. Premier exemple, mère lausannoise, père algérien, ils ont 2 jumelles. Le père les amène en Algérie pour les vacances. Depuis Oran, il annonce à son épouse qu'il les retiendra en Algérie. Mère désespérée, elle remue ciel et terre. L'autorité centrale bernoise, le consul suisse à Alger lui disent « Madame, nous ne pouvons pas vous aider. La Suisse n'a pas conclu avec l'Algérie un instrument qui obligerait l'Algérie à coopérer. Et puisque notre belle LDIP ne vaut que pour le territoire suisse, elle est impuissante à concourir, à ramener les 2 filles pourtant suisses sur le territoire helvétique. Énorme déception pour cette ressortissante helvétique qui dit aux autorités bernoises « Pourquoi diable vous n'avez pas conclu de traité avec l'Algérie? Ma vie a été ruinée. » Autre exemple, en matière de divorce et de régimes matrimoniaux. Monsieur suisse et britannique, madame suisse et colombienne. Ils ont vécu entre Miami et Neuchâtel. Après 20 ans, leur relation se détériore. Tribunal de Floride saisi par madame. Tribunal suisse saisi par monsieur. La juge de Neuchâtel, qui a étudié à l'université de Genève, ancienne étudiante, se reconnaît compétence malgré l'antériorité de la saisine de son homologue en Floride. Pourquoi? Car la juge de Neuchâtel estime que le domicile de monsieur se trouve en Suisse, elle veut protéger un domicile fiscal en Suisse. Le jugement de Floride ne serait donc pas, pour la LDIP, reconnaissable en Suisse.
Donc pas besoin, côté suisse, de faire jouer la litis pendante, l'article 9. La juge de Floride n'est pas contente de ce refus préventif de reconnaissance opposé par sa collègue neuchâteloise au jugement américain à venir. Je dois me rendre à Miami la semaine prochaine pour aider la juge de Floride, d'origine latino-américaine par ailleurs, à comprendre comment les choses se sont passées jusque-là en Suisse. Il est probable qu'elle affirmera, elle aussi, sa compétence. Conflit de compétences, procédure parallèle. Le conflit entre monsieur et madame a été d'une rare violence. 4 ans de lutte, de centaines de milliers de dollars investis et de francs investis, parce que quand il y a deux procédures, il faut financer les avocats qui sont en charge des deux procédures. Cette lutte a été favorisée. L'escalade de cette lutte a été favorisée par le défaut de coordination entre ces deux pays. Troisième affaire, elle concerne la France. Je l'ai évoqué avec le professeur Nourissa tout à l'heure à table. Un marchand d'art français décède en Angleterre. Il vivait entre Paris et Londres. La plupart des biens, il s'agit d'œuvres d'art, sans surprise, sont stockés au Port-Franc de Genève, le plus grand musée non visitable du monde. Il les détenait via des sociétés non seulement suisses, mais également bahamiennes, de Jersey, etc. La dernière épouse, chinoise, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, 60 ans plus jeune, est la bénéficiaire de ces biens. Les enfants, les descendants, à la fois du premier et du second lit, saisissent la justice française. La Cour de Paris affirme la compétence des autorités françaises. Pourquoi ? Car le décujus, même s'il avait son domicile à Londres, selon la notion française de domicile, n'avait pas, d'après la Cour d'appel de Paris, acquis de domicile of choice en Angleterre parce qu'il voulait échapper au fisc anglais tout autant qu'au fisc français. Donc il a été puni. Vous n'avez pas acquis de domicile de choix en Angleterre. Si bien que, pour la notion anglaise de domicile, votre domicile of origin refait surface. Votre domicile d'origine était en France. Donc, Cour française compétente, la Cour de Paris déclare du coup applicable le droit français. Et elle juge nul et non avenu les transferts opérés par le décujus en faveur des entités écrans. Cour de cassation confirme. Qui a été le juge rapporteur ? Le professeur Fuchion. Donc, il s'agit d'une très belle décision française. Est-ce que les autorités genevoises vont-elles la considérer belle et digne d'exéquature ? Les descendants bénéficiaires de cette décision française découvrent avec effroi qu'il n'y a pas d'instrument entre la France et la Suisse dans ce domaine. La compétence indirecte des juges français pourrait poser problème sous l'angle de la LDIP. La Consul Lugano a supprimé le contrôle de la compétence indirecte, mais elle n'est pas applicable ici. Si bien que la décision du professeur Fulchiron et consorts de la Cour d'appel de Paris, mais largement confirmée par vous. Voilà, j'ai bien lu, parce que j'ai travaillé en détail sur cette affaire. Cette décision française risque d'être largement inutilitaire data, ce qui serait dommage pour les bénéficiaires résidents français et ressortissants français très largement, qui ont investi des sommes importantes. Et ils ont investi 7 ans de leur vie pour obtenir ces décisions françaises. Ce serait dommage aussi pour les contribuables français, qui ont investi beaucoup d'argent public, beaucoup de procédures. Un code français ne suffit pas à lui seul, dans ses affaires, à protéger les personnes privées françaises. À page 8 du rapport du groupe de travail, il est question, je cite, de la meilleure régulation des relations interindividuelles dans l'ordre international. Or, l'inconvénient d'un code national, qui est très utile, j'ai déjà évoqué une série d'utilités, mais un inconvénient est qu'il est mononational et qu'il ne parvient pas tout seul à assurer aux particuliers qui évoluent dans l'ordre franco-international la meilleure régulation de leurs relations franco-internationales. D'ailleurs, si on lit le rapport, ça a été évoqué, il semble plutôt centré autour de la perspective des professions juridiques. Juges français, avocats français en tête. Ça a été évoqué, les juges français étaient très représentés dans le groupe de travail, peut-être surreprésentés, c'est votre terme. Il n'y a pas beaucoup d'évocation des personnes privées. Le terme justiciable ne figure pas, le terme particulier ne figure pas, le terme personne privée ne figure pas, les termes individus ne figurent pas dans le rapport, le terme juge figure 146 fois. En revanche, dans les travaux, alors cela vaut aussi pour le message à la LDIP, rassurez-vous, cela vaut exactement pour
aussi pour la Suisse, pour rapport explicatif à la LDIP suisse. Si on lit les travaux préparatoires des textes du droit franco-européen, l'accent est tout de même mis un peu plus sur les besoins des personnes privées. On évoque la simplification dans leur vie transfrontalière, la possibilité pour eux de planifier leurs affaires à l'avance, l'effectivité de leur liberté, la protection internationale de leurs droits. Si on prend la proposition de la Commission visant au règlement en matière de filiation, je ne sais pas s'il a été évoqué ce matin, il est question des difficultés, des souffrances, des coûts, des tracas, des malheurs que rencontrent plusieurs dizaines de milliers d'êtres humains, y compris des Français et des Françaises, du fait de l'absence d'un instrument euro-international dans ce domaine. Autant dire que je pense que le droit franco-européen est, en tout cas dans un certain nombre de cas, mieux à même qu'en droit franco-français à satisfaire aux besoins de personnes françaises, de personnes privées qui s'engagent à l'international. Je me permettrai alors d'encourager les spécialistes, et notamment les jeunes, il y en a beaucoup dans la salle, à voir tout de même les besoins des êtres humains pour horizon de leur réflexion, de leur recherche. Je pense que l'expérience de la Suisse, réduction de l'empire des dispositions helvético-helvétiques de la LDIP au profit des dispositions helvético-interétatiques est utile. J'ose indiquer 3 directions, encore juste 1 minute. La première concerne les relations intra-européennes. Elles sont nombreuses, elles sont importantes. Alors, il existe encore quelques domaines où il n'y a pas de règlement, protection de l'adulte, outre la filiation par exemple, et je pense qu'il est utile que les spécialistes français s'engagent dans le débat. La proposition de la Commission sur la filiation ne plaît pas entièrement. Concourons à l'améliorer collectivement. Quid d'ailleurs, d'ici quelques années, de tribunaux européens? Tribunal unifié des brevets, je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin, il est opérationnel depuis le 1er juin de cette année. Ça montre à quel point les choses évolue vite. La division centrale se trouve par ailleurs à Paris. Je pense que tout le monde est d'accord, il aurait fallu choisir Lyon. Ses objectifs, combattre le forum shopping, les procédures parallèles, diminuer les coûts du contentieux, les objectifs affichés, ils figurent sur le site internet du tribunal unifié des brevets, éviter les blocages, procédures parallèles, coûts du contentieux qui existent malgré Bruxelles en bis. Seulement, les particuliers rencontrent des difficultés semblables dans d'autres domaines. Je pense aux relations concernant les enfants, malgré Bruxelles de bis. Deuxième direction, relations européano quelque chose. C'est dans l'intérêt, on a dit, des personnes privées, françaises et allemandes, et pour leur faire profiter d'un espace de justice, que la France et l'Allemagne ont coordonné leurs compétences, Bruxelles en bis, etc. Eh bien, une entreprise française qui s'engage dans une relation avec une entreprise américaine, ou brésilienne, ou japonaise, est-elle moins digne de bénéficier d'un espace de justice? En français épouse une Allemande, ils vivent entre la France et l'Allemagne, c'est pour satisfaire leurs besoins légitimes que la France et l'Allemagne ont fait de règlements, régimes matrimoniaux, aliments, etc. Fort bien. En français épouse une Japonaise, ils vivent entre Paris et Tokyo, leurs besoins sont les mêmes. Les enfants franco-japonais sont-ils moins dignes de protection que les enfants franco-allemands? L'intitulé du colloque évoque, on le comprend, l'heure européenne. Seulement, beaucoup de particuliers européens entrent en relation avec des particuliers d'autres régions du monde. C'est leur liberté. C'est pour ça que nous avons invité des auteurs de Suisse, du Brésil, du Japon, des États-Unis. Et je pense qu'il faut cesser, nous les Européens, car je suis ressortissant de l'Union européenne, il faut cesser de croire que les autorités franco-européennes ou italo-européennes peuvent régir toutes seules les relations privées franco-américaines, franco-brésiliennes, franco-japonaises. Nous, les Européens, je pense que nous ne devrions pas avoir une telle prétention. Nous devrions faire preuve d'un peu d'humilité. Il faut faire les choses ensemble avec ces pays-là. Et à ce sujet, si certains pays de ce qu'on appelle le Sud global hésitent à se lier par des conventions de la Haye, c'est aussi parce qu'ils ont l'impression qu'elles sont européocentriques, à tort et à raison. On peut songer à autre chose. Cela me mène à une toute dernière réflexion, favorisée par une histoire franco-suisse. Mère et père français, l'un et l'autre sont ressortissants français. Ils vivent à Thonon-les-Bains. Madame infirmière au CHUV, hôpital universitaire à Lausanne. Elle traverse le lac Léman tous les jours. Elle fait partie des frontaliers que j'évoquais en préambule. Les parents se séparent. Madame, qui avait déjà en contact avec Lausanne, elle décide de s'établir avec l'enfant à Lausanne.
contre la volonté du père. Enlèvement franco-suisse au sens de la Convention de 1980. Le juge de Tenon, saisi par le père, confie la garde de l'enfant au père. Le tribunal fédéral, Cour suisse suprême, refuse d'ordonner le retour en France de l'enfant, car pour les juges suisses, la décision française est punitive à l'égard de la mère et n'est pas inspirée par le meilleur intérêt de l'enfant. En gros, pour la Suisse, la mère qui vit désormais à Lausanne à la garde, pour la France, c'est le père qui vit à Tenon. Et ce, malgré 2 conventions de La Haye qui sont en vigueur en France et en Suisse. Résultat, l'enfant qui est français, dont les 4 grands-parents sont français, n'a pas pu, depuis plus d'une année, remettre son pied en France, car dès qu'il met son pied en France, il est pris et risque d'être pris par la justice française et confié au père. Alors, si le droit international privé, mes chers collègues, est un droit savant, il faut que les savants français et les pseudo-savants suisses travaillent ensemble pour que de tels couacs ne se produisent plus. Les présidents Macron et Berset, hier, ont célébré la coopération franco-suisse. Je pense qu'ils ne seraient pas contents de savoir qu'une telle absence de coopération peut encore aujourd'hui survenir. Et je pense qu'il ne faudrait pas que l'attention justifiée que réclame ce projet de code français, dont les services qu'il a déjà rendus, qui rendra, sont nombreux et importants. Il ne faudrait pas tout de même que cette attention empêche de discerner ces problèmes, y compris avec l'outre-Jura, et qui nous empêche de nous attacher à les résoudre. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bien, merci infiniment pour cet éclairage. Alors, je crois que tu as été un peu le poil à gratter de cet après-midi. Certains ont commencé déjà à réagir dans la salle. J'ai la position privilégiée de pouvoir regarder les uns et les autres. Mais on va encore se réfréner un petit peu. Mais je pense qu'on aura des questions tout à l'heure. Je retiens aussi un exemple dont je me resservirai dans mes cas pratiques, celle des dommages causés par un chamois français sur la propriété suisse. C'est très intéressant comme problème. Alors, si on peut, c'est dommage que la Suisse soit pas dans l'Union européenne, parce qu'on pourrait aussi brancher ça sur les circulations. Enfin, il y a plein de choses à faire avec cet exemple-là.